Bienvenue au labo des CIP. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que, je pense, tous les équilibristes du quotidien connaissent bien. Ah oui, Ce moment où on essaie de jongler avec sa propre vie, tout en étant censé être le pilier pour celle des autres. exactement. La question, elle est simple, mais elle pique un peu. Comment on fait pour rester un roc pour les personnes qu'on accompagne quand notre propre monde vacille un tout petit peu? Hmm. On aime bien l'image du CIP super-héros, mais la vérité, c'est qu'un super-héros qui a mal dormi parce que le petit dernier avait de la fièvre, il voile un peu moins haut. Il vole moins haut et surtout il risque de se prendre le premier obstacle venu. C'est exactement ça. C'est ça. Ce métier, c'est une véritable épreuve d'équilibriste émotionnel et ce, en permanence. L'idée aujourd'hui, c'est pas du tout de donner une leçon, hein. Non, bien sûr. C'est plutôt d'explorer ensemble, entre pairs, comment ce jonglage constant entre la sphère privée et le bureau, ça impacte notre quotidien. Et surtout, Comment on s'en sort? comment on peut trouver des appuis solides pour ne pas tomber. Voilà. C'est une conversation pour comprendre et se donner des clés, pas pour se juger. Parfait. Alors, allons-y. Le premier truc qui prend un coup, c'est notre efficacité, tout simplement. Ah oui, direct. On parle souvent de disponibilité cognitive. J'adore cette expression, ça résume tout. C'est très juste. Quand on a des soucis personnels qui tournent en boucle, la santé, la famille, l'argent, notre cerveau il est moins disponible. C'est ça. L'autre jour, en plein entretien, je me suis surprise à penser à ma liste de courses. C'est le signal d'alarme ultime. Ah, le grand classique. C'est comme essayer de travailler avec 15 onglets ouverts en même temps dans son navigateur mental. Ça rame, forcément. Et ce ramage mental, c'est pas qu'une impression, hein. Ça a des conséquences très, très concrètes. Ah oui, Cette charge personnelle, elle vient saturer notre mémoire de travail. C'est neurologique, hein. Le stress libère du cortisol qui vient littéralement saboter les zones du cerveau responsables de la concentration, de la planification. d'accord. Et ça se traduit quasi immédiatement par une baisse de vigilance. On devient plus irritable, plus vite fatigué. Et là, le risque pour la qualité du travail, il est direct. Et on le voit comment, concrètement? Un dossier rempli un peu trop vite, une relance importante oubliée, ou une écoute moins fine pendant un entretien crucial, tout simplement. C'est exactement ça. Et ce qui est terrible, je trouve, c'est que ça peut même nous voler les petites choses qui nous nourrissent. Comment ça? La petite victoire, tu vois? Voir une personne accompagnée retrouver le sourire, de l'élan. Normalement, ça nous donne de l'énergie pour la journée. Bien sûr. Mais si on est préoccupé, cette victoire, elle est comme effacée, annulée par l'angoisse personnelle qui prend toute la place. Absolument. Et on entre alors dans un cercle vicieux. Le travail devient plus coûteux en énergie et on a moins de carburant positif pour se recharger. Ça me fait penser à cette image que je crois on a tous vécue. Laquelle? Le CIP, qui enchaîne les rendez-vous, les ateliers, les urgences, et qui réalise à 16 heures que son déjeuner est toujours là, intact, sur un coin de son bureau depuis midi. Ah oui, le déjeuner froid. Voilà. Ce n'est pas juste une anecdote. C'est l'image parfaite de la manière dont le travail peut aspirer toute notre énergie. Et le pire, c'est que parfois, on en tire une sorte de fierté un peu tordue du genre « Regardez comme je suis dévoué ». Alors qu'en fait, Alors qu'en réalité, on est juste en train de saper notre propre efficacité pour le reste de la journée et pour le lendemain. et en sapant son efficacité, on abîme notre outil de travail principal, nous-mêmes. Exactement. Ce qui nous amène directement au cœur du réacteur, l'impact sur notre posture professionnelle et sur la relation à l'autre. Oh, la fameuse posture du COIP en mode éponge émotionnelle. C'est une bonne image. On doit être calme, rassurante, à l'écoute, même quand on nous déverse des situations extrêmement lourdes. On absorbe, on filtre, on aide à démêler. Mais le problème, c'est quand on arrive le matin et que l'éponge est déjà pleine à ras-bord. Avant même d'entrer dans le bureau. Exactement. Le moindre contact avec l'émotion d'un autre, et hop, ça déborde. Le risque est majeur. Un CIP surchargé peut, sans même s'en rendre compte, devenir impatient, moins attentif, Frustré même. frustré, voire impuissant face à une situation qui, en temps normal, ne l'aurait pas déstabilisé. Heureusement, il existe des garde-fous. Ouf. Le premier, c'est d'apprendre à gérer ses propres émotions. Pas à les ignorer, surtout pas, mais à les reconnaître. Ça peut passer par des techniques toutes simples. Comme quoi, par exemple? Par exemple, prendre 30 secondes entre deux entretiens pour faire 3 respirations conscientes. Certains trouvent ça un peu gadget, la respiration. Et pourtant, c'est pas du tout gadget. C'est un véritable outil neurologique. Quand on est stressé, notre amygdale, la partie la plus primitive de notre cerveau, prend le dessus. L'alerte rouge. C'est ça. Respirer lentement et profondément, ça envoie un signal au système nerveux pour lui dire « tout va bien ». Ça désactive l'alerte rouge et ça redonne le contrôle à notre cortex préfrontal. La partie qui réfléchit. La partie dont on a besoin pour l'écoute, l'analyse, la résolution de problèmes. C'est un mini reset.
Tenir un petit journal de bord le soir pour déposer ce qui pèse est aussi une excellente pratique pour vider l'éponge. Un sas de décompression personnelle, en quelque sorte. La deuxième clé, c'est de poser un cadre très clair, j'imagine. Exactement. Et ce cadre, c'est pas pour être rigide, c'est pour se protéger et pour rendre l'accompagnement plus efficace. Mhm. Il y a une phrase qui devrait être notre mantra. Accompagner, ce n'est pas tout faire à la place d'eux. C'est une frontière essentielle à tracer. Tu peux donner un exemple concret? Ça peut être aussi simple que de dire « Je ne remplirai pas les formulaires à votre place, mais je vais vous montrer comment faire, étape par étape, et je serai là si vous bloquez. » Ça responsabilise l'autre et ça nous protège du syndrome du sauveur, qui est Épuisant. épuisant. Et ça nous amène au troisième point, sans doute le plus difficile quand on est personnellement chamboulé, la neutralité. Le plus difficile, oui. J'ai un souvenir très précis d'un accompagnement où la situation de la personne faisait tellement écho à mon propre vécu que j'ai senti mon jugement poindre. Ah oui, ça. J'ai dû faire un effort monumental pour le garder pour moi. C'est dans ces moments-là que le risque est maximal, non? C'est le défi suprême. La règle d'or, c'est que nos opinions restent à la maison. J'aime bien. Nos jugements, notre stress, nos croyances, tout ça doit rester à distance pour maintenir une écoute active et non biaisée. C'est ce qui garantit la qualité et l'éthique de notre travail. Ça me rappelle l'histoire de Clara, une collègue en mission locale. Elle accompagnait un jeune complètement démotivé qui répondait « je sais pas » à tout. Le cauchemar. Elle sentait monter en elle une énorme frustration, un sentiment d'impuissance. Elle m'a dit qu'elle était au bord de lui dire « Bon, si vous ne voulez rien faire, je ne peux rien pour vous. » Et elle l'a pas fait. Non. Au lieu de ça, elle a eu le réflexe de reconnaître son émotion. Elle a fait une pause, en a parlé 2 minutes avec un collègue, puis elle est revenue et a changé sa question. Ah, Au lieu de s'épuiser à le motiver, elle a demandé « Qu'est-ce qui te ferait dire à la fin de notre rendez-vous que c'était utile pour toi ?» c'est un excellent réflexe. Ce pas de côté, Ça a tout changé. j'imagine. Complètement. Ça a désarmé le jeune, qui a commencé à parler de ce dont il avait vraiment besoin. Mais ce qui est fou, c'est que pour avoir cette lucidité sur le moment, il faut avoir un peu d'espace mental. Ce qui nous ramène à notre problème de départ. Exactement. Et ça soulève une question encore plus grave. Que se passe-t-il quand on n'a plus cette lucidité et qu'on frôle des dilemmes éthiques? Voilà. Quand la fatigue ou les soucis personnels nous rendent moins vigilants, le risque de franchir une ligne rouge devient réel. Et là, on ne rigole plus. Là, on entre dans une zone non négociable de notre métier. Il y a des principes déontologiques de base. Le premier, le socle de tout, c'est la confidentialité. La base. Ce qui se dit en entretien reste en entretien. Point. Ça paraît évident, mais dans les faits, ça veut dire pas de potin à la machine à café sur la situation de Monsieur Durand, même si on trouve ça cocasse. Il y a une petite phrase pour s'en souvenir. L'info qui t'a fait sourire sur Marie reste dans ton bureau, pas sur le groupe WhatsApp de l'équipe. C'est clair, net et précis. Et pour le favoritisme, on peut être tenté, quand on est épuisé, de faciliter le parcours du cousin du voisin, juste pour avoir un dossier facile à traiter. C'est le deuxième grand principe, le non-favoritisme. C'est formellement interdit. Chaque personne doit être accompagnée avec la même rigueur et la même impartialité. C'est une question de justice élémentaire. D'accord. Et le troisième principe, qui englobe tout, c'est cette fameuse neutralité dont on parlait. Nos convictions personnelles ne doivent jamais influencer l'accompagnement. Notre but n'est pas de transformer les gens à notre image. Mais de les aider à trouver leur propre chemin. Exactement. D'accord, les principes sont clairs. Mais la réalité est parfois grise. Comment on fait quand on est dans le flou, face à une situation qui n'est pas toute noire ou toute blanche? Face à un dilemme, il y a une question guide, une sorte de boussole éthique interne. Une boussole? Oui, on se demande, est-ce que ce que je m'apprête à faire est légal? Est-ce que c'est juste? Et est-ce que c'est humainement raccordé? J'aime bien ça, humainement raccordé. Si la réponse à l'une de ces questions est non, ou même « je ne sais pas », c'est un signal d'alerte majeur. Et là, le réflexe vital, c'est pas de décider seul dans son coin. Il faut en parler. C'est d'en parler. À un collègue, à son responsable. C'est la meilleure façon de naviguer dans les zones grises sans se perdre. Il faut jamais oublier que les manquements à ces principes peuvent entraîner des sanctions professionnelles. Donc, pour que cette boussole interne ne soit pas complètement déboussolée par la fatigue, il faut des outils. On a bien vu le problème, les risques, les lignes rouges. Alors concrètement, c'est quoi cette fameuse boîte à outils pour ne pas finir en super-héros épuisé? Heureusement, elle existe. On peut la diviser en 3 niveaux. D'abord, ce qu'on peut faire pour soi-même. Ok. L'organisation, ça paraît basique mais c'est fondamental. Poser des limites claires.
respecter ses horaires, exercer son droit à la déconnexion. Pas de mail à 22 heures? Voilà, ce n'est pas un luxe, c'est une mesure de santé publique professionnelle. Utiliser les aménagements comme le télétravail, quand c'est possible, est aussi un bon levier. Et surtout, ne pas rester seul dans son coin avec ses problèmes. On y vient. C'est le deuxième niveau et peut-être le plus important, la force du collectif. Ah oui. Le plus grand piège de ce métier, c'est l'isolement. On est dans son bureau, face à des situations lourdes, et on peut vite croire qu'on est seul à galérer. S'appuyer sur l'équipe est vital. Les réunions, le co-développement. Exactement. Ou même les discussions informelles à la pause café. Ce sont des soupapes de sécurité. C'est tellement vrai. Parfois, le simple fait d'entendre un collègue dire « Ah oui, le jeune démotivé qui dit non à tout, j'ai eu le même la semaine dernière », ça dédramatise tout. Ça change tout. On n'est plus la mauvaise CIP qui n'y arrive pas, on est juste une CIP qui fait face à une situation normale et partagée. Exactement. Ça rompt le sentiment d'isolement. Et enfin, il y a le troisième niveau, le soutien institutionnel. Ah, ce n'est pas que de notre ressort. Non, et c'est important de le dire, ce soutien ne doit pas reposer que sur la bonne volonté des équipes. L'institution, l'employeur, a un rôle à jouer. Concrètement, Proposer des formations continues sur la gestion du stress, des ateliers sur des techniques de relaxation ou mettre en place du coaching, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans la pérennité de son outil de travail principal, les humains qu'il compose. c'est important de le rappeler, que la responsabilité est partagée. Ce n'est pas juste une injonction de plus à mieux gérer son stress. Absolument, la responsabilité est partagée. Si on devait résumer cette boîte à outils, il y a une phrase clé à retenir, une sorte de permission qu'on doit s'accorder à soi-même. Je suis tout ouïe. C'est prendre soin de soi n'est pas une option, c'est une compétence professionnelle. Si la fatigue ou la frustration apparaissent, on n'hésite pas à lever le pied, à en parler, à demander de l'aide. C'est accepter de ne pas être infaillible, Pour pouvoir durer dans ce métier qui est magnifique, mais exigeant. exigeant. C'est une super conclusion pour la partie pratique. On a vu qu'être CIP, c'est un métier profondément humain. Et qui dit humain dit avec ses failles et ses défis, surtout quand la vie perso s'en mêle. Oui, Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il existe plein d'outils, de réflexes et de soutien pour se protéger, rester efficace et, le plus important, bienveillant envers les autres et envers soi-même. tout à fait. Et pour finir, j'aimerais qu'on retourne le miroir. Ah! On a beaucoup parlé de l'impact de la vie personnelle sur le professionnel. Mais il est tout aussi intéressant de se demander l'inverse. C'est-à-dire? Comment les histoires intenses, parfois très dures, que l'on entend toute la journée, affectent-elles notre sphère privée une fois la porte du bureau fermée? C'est une bonne question. Comment fait-on pour ne pas ramener tout ça à la maison avec son conjoint, ses enfants? Et quel pare-feu personnel peut-on construire pour se protéger? C'est une question essentielle pour préserver notre propre équilibre sur le long terme. Une excellente question à laisser infuser. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine discussion. Merci beaucoup pour cet échange. Merci. À bientôt dans le labo des CIP.